et bienvenue sur la série de balados de La Rotonde. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, professeure Karine Ventuin, que je vais laisser dans quelques instants se présenter. Aujourd'hui, on va parler de racisme, de décolonisation et de discrimination. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter. C'est très gentil parce que des fois, on donne beaucoup de cours, mais on ne nous donne pas l'occasion souvent de réfléchir à des choses autres que la matière qu'on enseigne. Donc, ben, mon nom est Karine Ventuin. Je suis professeure d'anthropologie à l'Université d'Ottawa depuis 2009. Je suis aussi maintenant directrice adjointe du département de l'École d'études sociologiques et anthropologiques. Mais aussi, depuis quelques années, je coordonne en collaboration avec le vice-doyen du premier cycle à la Faculté des sciences sociales, le comité d'autochtonisation et de décolonisation du curriculum à la Faculté des sciences sociales. Et dans le cadre de ce travail, j'ai obtenu une chaire en juillet, une chaire en enseignement universitaire pour 2020-2023 pour justement mener un projet de recherche-action participative sur tout le processus d'autochtonisation du curriculum qu'on est en train d'entamer à la Faculté des sciences sociales. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire l'autochtonisation et la décolonisation des curriculums à la Faculté des sciences sociales? Alors, justement, on vient d'embaucher deux spécialistes du curriculum autochtone, Mona Toli, qui est de Kitigan-Zibi, et Algonquin de Kitigan-Zibi, et Catherine Dussault, qui est Huron-Wendat de Wendake. Et en fait, on est justement en conversation avec elle parce que à la Faculté des sciences sociales, il y a très peu de professeurs autochtones. Je pense que si mon dernier calcul est le bon, il y en a juste 3 sur une centaine. Je ne me rappelle plus le nom, mais on est au moins une ou quelques bonnes centaines de profs à la Faculté des sciences sociales. Je parle des profs réguliers, bien sûr. Et donc, c'est pas à nous de décider qu'est-ce que ça veut dire autochtoniser. Ça va donc faire appel à ces spécialistes qu'on a nouvellement embauchés. Mais en gros, selon la littérature, selon ce qu'en disent les autochtones, les universitaires autochtones sur le sujet, c'est un peu, en fait, ce mouvement-là, et la raison pour laquelle moi-même je me suis impliquée dedans, c'est que depuis mon arrivée à l'Université d'Ottawa, je me suis intéressée à tout le processus de réconciliation avec les peuples autochtones dans lequel l'État canadien s'est engagé ces dernières années. Et elle regardait ça d'un œil critique en allant documenter les perspectives autochtones sur le sujet, et plus particulièrement celles décrites d'Yoichi. Et c'est en conversant avec eux, en assistant à plusieurs aussi événements de la Commission Vérité et Réconciliation et d'autres événements qui ont fait suite à ça, et lire toutes sortes d'écrits, que j'ai commencé à m'impliquer justement dans des activités de soutien à mes collègues envers mes collègues autochtones qui voulaient mettre en œuvre ici sur le campus les appels à l'action exigés par la Commission Vérité et Réconciliation du Canada en matière d'éducation postsecondaire. Et donc, parmi les appels à l'action, donc, il y en a ceux qui concernent l'éducation postsecondaire nous exigent de nous non seulement qu'on enseigne sur l'histoire et la situation actuelle des peuples autochtones au Canada, mais qu'en plus qu'on introduise sur un pied d'égalité les savoirs, les perspectives, les philosophies autochtones dans notre enseignement. Et donc c'est là où on décolonise, c'est-à-dire qu'on arrête de continuer de reproduire l'eurocentrisme et qu'on ouvre véritablement la porte à d'autres formes de savoir, à d'autres formes de pensée, à d'autres formes d'enseigner aussi. Toute une série de pédagogies autochtones aussi dont il est question. Merci. Mais justement, c'est pas ça, c'est le point de départ, mais ensuite, concrètement, quelle forme ça doit prendre? Mais ça, justement, on va le décider en collaboration avec ces spécialistes autochtones du curriculum qu'on a embauchés et les communautés
les groupes et les nations autochtones de la région. Exactement quelle forme ça va prendre, c'est à suivre. Du coup, pour rebondir sur ça, selon vous, c'est quoi le rôle des professeurs, des membres du corps enseignant et d'une institution comme l'université pour mettre fin au racisme systémique ou entreprendre ce projet de décolonisation? Il faut d'abord s'engager dans un processus de déconstruction de son privilège blanc. Et là, je parle vraiment de ma positionnalité de femme blanche, d'immigrante de seconde génération. Il a fallu que je m'affranchisse de ce que des universitaires autochtones, une en particulier qui s'appelle Susan Dion, appelle l'ignorance complice. Parce que souvent, on dit, bon, moi, j'ai grandi à Montréal, je suis allée à l'école, ensuite au secondaire, à l'université, tout ça à Montréal, et pour finir ma scolarité de doctorat en France, mais pendant toutes ces années, moi, je suis sortie de là et franchement, j'en savais pas grand-chose sur les réalités, l'histoire des peuples autochtones au Canada. Et pourtant, ils étaient loin, et comme Suzanne le dit, souvent on va réclamer la position de parfait étranger par rapport aux questions autochtones, parce que justement, on n'en a jamais entendu parler dans nos cours, ou parce qu'on se sent mal à l'aise, parce qu'on sait bien qu'on serait supposé savoir quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qu'on devrait savoir, donc on est mal à l'aise, et donc on dit, ben, je suis trop étranger là-dessus, donc je ne vais pas en parler. Mais justement, ça, c'est une ignorance complexe, parce qu'en fait, comme colons sur les terres au Canada, on est complice. Je veux dire, on est en contact. Que ça soit dans les médias. Moi, j'ai grandi à 17 ans, il y avait la crise d'Oka. Je veux dire, j'étais assez vieille pour écouter les nouvelles, puis en entendre parler en long, en large et en travers. À l'heure actuelle, bon, récemment, l'année dernière, tout le monde a entendu parler des blocages de routes causés par la mobilisation autour en soutien aux Wet'suwet'en, puis leur réclamation autour des pipelines. Je veux dire, même si dans nos relations personnelles, on n'est pas en contact avec des personnes autochtones, les questions autochtones, elles sont dans notre face tout le temps en vivant sur ce territoire-là. Donc, c'est très important de s'éduquer. Donc, de reconnaître, qu'on est ignorant, parce que effectivement, on n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi ils se soulèvent, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, par exemple, par rapport à Wet'suwet'en, c'est quoi cette affaire-là qu'il y a pourtant leurs chefs officiellement élus ont signé des accords pour le pipeline. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des chefs traditionnels qui s'y opposent? C'est quoi la différence entre les deux? Bref, on doit se renseigner, on doit s'éduquer. Et aussi ensuite questionner, comment ça se fait qu'on n'a pas appris ça à l'école? Comment ça se fait c'est quoi l'effet de cette ignorance-là? Ça contribue à l'invisibilisation, cette invisibilisation, elle justifie ensuite la perpétuité de la colonisation. Et donc, faire ce travail-là sur nous-mêmes comme enseignants pour ensuite aller faire nos classes, s'en renseigner, développer des relations avec les communautés, les groupes autochtones autour de nous, pour ensuite faire en sorte que les cours, les programmes d'enseignement auxquels on participe aient davantage de contenu autochtone, de perspectives autochtones, voire même de savoir autochtone. Alors, il ne s'agit pas de nous, comme Blancs, prendre la place des gardiens du savoir autochtone puis de transmettre ces savoirs-là. C'est absolument pas notre place. Mais du moins, justement, d'ouvrir la porte de notre cours, mais ça tout selon les protocoles requis et en reconnaissant monétairement ou autrement le travail qui va être fait par ces gardiens du savoir s'ils rentrent dans notre classe, mais d'offrir cet espace-là. Après, est-ce que cet espace-là va être approprié par ces gardiens du savoir, par les leaders autochtones? Peut-être pas, parce que peut-être qu'ils vont dire, l'université, c'est vraiment pas un endroit sécuritaire pour nous pour commencer à transmettre nos savoirs, et ils auront raison s'ils le disent. Donc, c'est d'ouvrir la porte, de commencer un dialogue et de voir et de le faire selon les protocoles requis et de voir où ça nous mène. Mais c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Et justement, une initiative qui s'est passée début septembre de la part de beaucoup de professeurs à travers le Canada, c'est Canada Scholar Strike. 2 journées où il y a eu énormément de conférences par différents professeurs pour parler du coup de la colonisation, de la violence faite sur différents peuples comme le peuple autochtone et les peuples racisés. En quoi ça a consisté et quel était justement le but et les réclamations qui sortaient de ces 2 jours de grève? En fait, la raison pour laquelle les syndicats auxquels on appartient ont décidé de soutenir ce mouvement de grève qui est parti des États-Unis initialement, mais auquel s'est joint plusieurs groupes syndicaux de profs au Canada, dont la PUO, le syndicat des profs réguliers à l'Université d'Ottawa. C'est tout simplement parti du fait que pourquoi si des footballeurs font la grève pour essayer d'envoyer un message au gouvernement américain, c'est peut-être notre rôle aussi comme enseignants de faire la grève pour montrer que nous aussi, on trouve que c'est pas normal que justice soit pas encore faite complètement pour des personnes comme George Floyd et toutes les autres personnes qui ont vécu et vivent des injustices, et plus particulièrement dans le contexte de l'Université d'Ottawa. Bon, c'est très bien, vous l'avez rapporté vous-même dans votre journal, mais bon, qu'il y a des actes ignobles qui ont été commis contre de nos étudiants, que je ne vais pas répéter dans les détails parce qu'on n'a pas besoin de retraumatiser tout le monde avec ça, mais je suis sûre que vous les avez bien documentés et que c'est pas complètement réglé non plus, dans le sens où justice n'a pas encore complètement été rendue par rapport à ces actes-là. Et ces actes-là, en fait, ont signalé plus profondément l'existence ont révélé l'existence de racisme systémique dans l'enceinte même de l'Université d'Ottawa. Donc, on se sentait comme prof, collectivement, mais je dirais moi aussi, moi personnellement, individuellement, je me sentais la responsabilité de dire, en faisant cette grève, de dire, oui, en fait, je suis de celle qui reconnaît qu'il y a du racisme systémique à l'Université d'Ottawa, que de manière pas nécessairement consciente, mais que de manière passive, je participe à la reproduction de ça parce que je dénonce pas toujours X, Y, Z comme pratique, et que il faut le faire, il faut se manifester pour que ça soit rendu plus visible l'existence de ce racisme systémique-là, pour que des mesures plus concrètes soient mises en œuvre pour lutter contre ce racisme. Et le but, donc, c'était de arrêter la machine pendant 2 jours et en profiter pour soutenir des activités de teaching qui a eu lieu pour sensibiliser. C'était à la fois pour éduquer, mais aussi démontrer notre solidarité aux personnes engagées dans la lutte contre le racisme. Et quand vous parlez de mesures qui peuvent être prises, quel type de mesures peuvent être prises par l'université? Parce qu'on a vu justement que l'année dernière, il s'est passé des rencontres face aux incidents de racisme sur le campus, la violence policière sur le campus. On sait aussi qu'ils font des événements comme le mois de la santé mentale pour les étudiants noirs sur le campus. À votre avis, quelles sont les mesures qui pourraient être prises par l'université? C'est sûr qu'il y a Moi, je vais vous parler des mesures que je sais qui sont en discussion et en train d'être cet été, en fait, tout cet été, je me suis mobilisée avec d'autres collègues au sein de l'École d'études sociologiques et anthropologiques. On a eu la chance inouïe, le privilège inouï que des étudiantes racisées mobilisées dans Black Lives Matter ici dans la région nous ont interpellés, nous ont dit, est-ce que vous soutenez notre mouvement? On a dit oui. On a dit, alors démontrez-le concrètement. Et voici comment vous, à l'École d'études sociologiques et anthropologiques, vous reproduisez le racisme systémique qui est dénoncé à l'université. Donc, ils ont carrément identifié certaines problématiques qu'elles vivaient, certaines formes de racisme qu'elles avaient vécues dans les couloirs même de mon département. Et comme directrice adjointe, j'ai été, je dirais, sur la ligne de front pour vraiment recevoir ces accusations, les étudier avec elles, voir vraiment, qu'est-ce qui se passait exactement, vraiment analyser le problème,
comment, par exemple, pourquoi est-ce que si peu d'étudiants internationaux, par exemple, et gradués, ont de la difficulté à obtenir des postes d'assistants d'enseignement? Pourquoi est-ce que si peu d'entre eux ont de la difficulté à obtenir des bourses d'admission? C'est quoi qui se passe dans le système? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont effectivement discriminés sur des bases raciales ou du moins de manière par l'effet conjugué de toutes sortes de biais, finalement, ben, par défaut, ils finissent par être discriminés. Donc, vraiment analyser le problème de front pour ensuite proposer des actions pour mettre fin à ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui relèvent moins de ce que moi, je peux faire comme avec ma... Et tout ça, bon, je le fais en totale collaboration avec la directrice du département, Nathalie Mondet. Mais c'est sûr que ça, je peux pas le faire. Il y a des choses qui relèvent pas, qui sont pas de notre ressort. Il a fallu aussi clarifier avec les étudiants, ben voilà ce qui est de ressort de ce que nous, on peut faire à la direction, voilà ce qui est de ressort de la faculté, voilà ce qui est de ressort de l'université. Mais du moins, on peut se solidariser avec elle pour aller pousser sur les portes ou lesquelles il faut pousser pour que ces changements-là soient faits. Et plus concrètement, ben, une des mesures qui a été recommandée et sur laquelle on est en train de travailler, c'est d'aller chercher de la formation sur les attitudes antiracistes. Cet été, quelques profs à la faculté, on a reçu une formation en ligne sur en décolonisation, autochtonisation, mais sur comment, en fait, ne pas reproduire certaines formes de racisme systémique à l'égard des populations autochtones plus précisément. Mais là, on est en train de regarder, bon, quel genre de formation il faudra offrir pour vraiment s'assurer de développer chez tous les professeurs des attitudes antiracistes pour empêcher que des actes racistes, ou du moins quand il y a des actes racistes qui se passent en classe, parce que des fois, c'est pas nécessairement le professeur qui est raciste, mais il y a un étudiant qui dit quelque chose de raciste, mais le professeur ne sait pas tellement comment s'y prendre pour rectifier la situation, et il y a un malaise, et finalement, ben, l'étudiant est racisé et en ressort très bouleversé, voire blessé. Et puis ben, des fois, il n'a pas envie de retourner non plus en classe ou il n'arrive plus à se concentrer, etc. Fait que ça a des répercussions. Alors, comment on fait pour former nos profs pour que eux-mêmes ne soient pas racistes et aussi, s'il y a du racisme dans la classe, mais qui l'encadrent convenablement pour maintenir un climat sécuritaire dans la classe pour les étudiants racisés. Donc, ça, je dirais, c'est des choses sur lesquelles, en ce moment, plus précisément, je travaille. Et justement, il y a eu un incident il y a 1 ou 2 semaines avec une professeure en classe qui aurait émis des propos racistes. Si justement il se passe quelque chose comme ça en classe, après coup, qu'est-ce qui devrait se passer? Ben, c'est très important de tout de suite. Les mécanismes officiels, c'est d'alerter le Bureau des droits de la personne parce que on a un Bureau des droits de la personne sur le campus et c'est vraiment eux qui ont, je dirais, ben, qui, selon les lois ontariennes, ont en fait ont en place tous les dispositifs pour disciplinaires, qui peuvent activer tous les dispositifs disciplinaires pour suspendre, voire ben, punir, suspendre, voire exclure, renvoyer. Puis en même temps offrir du soutien à la personne qui a été insultée, voire brimée, qui a vécu du harcèlement. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, ça, ben, pour réclamer justice, donc il y a des dispositifs. Et donc, si l'étudiant ne sait pas trop quoi faire, ben, il faut qu'il aille chercher... mais il peut aller voir la direction de son département. S'il n'est pas satisfait, il peut aller voir, le syndicat étudiant. Il est en plus en sécurité d'avoir le syndicat étudiant, mais c'est vraiment au niveau du Bureau des droits de la personne que tout ça peut être, que la procédure de justice peut être enclenchée. Mais c'est sûr que ça, c'est jamais suffisant. C'est pas facile d'aller porter plainte. On reste avec le trauma de ce qu'on a vécu. Donc, il y a aussi des groupes, le SAS, le service d'aide au succès scolaire, je pense que c'est ça, offre maintenant, ont en fait maintenant des intervenants spécifiquement formés
pour les étudiants racisés qui vivent du racisme. Et il y a aussi des healing circles, des groupes de soutien pour les étudiants qui vivent ces formes de violence sur le campus. Tantôt, vous parliez de mesures qui pouvaient être prises plus à l'échelle de l'université. Quelles seraient ces mesures? Ben, il faut définitivement corriger la blanchitude de notre université. Il faut définitivement engager davantage de professeurs, d'employés, de noirs, autochtones. Ça, ils sont sous-représentés par rapport à ce qui est le pourcentage de population qu'ils représentent. Et surtout, à la lumière de la population étudiante, il y a vraiment on a de plus en plus d'étudiants racisés et on n'en a toujours presque pas de profs racisés. Donc, il faut vraiment corriger cette lacune parce que ça va rendre, c'est sûr que cette diversité va rendre un peu plus inconfortable, va remettre en question la suprématie blanche dans l'institution qui par défaut, persiste parce qu'il y a personne parce que le privilège n'est pas complètement remis en question dans les pratiques institutionnelles. Donc, ça, c'est sûr et on y travaille. J'espère qu'en tout cas, on est plusieurs à se mobiliser en ce sens. Mais oui, je dirais que pour moi, en fait, ça, c'est une des principales mesures, mais il y en a plein d'autres, mais disons, c'est vraiment celle sur laquelle je pense qu'il faut vraiment pousser parce que c'est urgent. On a entendu à travers la communauté étudiante des demandes notamment de définancement des corps policiers et ça passerait aussi de retirer la sécurité sur le campus qui, selon certains, est trop présente. Quel est votre avis? Alors, personnellement, j'ai absolument pas réfléchi à cette question pour être vraiment honnête parce que je suis vraiment le nez dans tout ce qui est pédagogie, relation avec les étudiants, mais vraiment plus dans le contexte des cours ou, alors j'ai absolument pas réfléchi à cette question. J'y ai plus réfléchi comme citoyenne par rapport à c'est quoi ma position par rapport à defund the police. Et c'est sûr que, alors, il faudrait vraiment que je m'y penche plus. Ouais, c'est ça. Je peux pas vraiment y répondre parce que j'ai pas étudié quel est exactement le mandat des gardes de sécurité, mais ce que je sais, c'est que dans les incidents qui se sont produits, ils sont allés au-delà de leur mandat. C'est-à-dire rien leur dictait ni ne les autorisait à faire ce qu'ils ont fait. Ils sont allés trop loin dans leur mandat et c'est sûr qu'il y a vraiment il faut vraiment que leur mandat, les limites de leur mandat soient clarifiées si on va garder des gardes de sécurité. Ouais, vraiment, j'y ai pas pensé, mais par rapport à defund the police, moi, je sais que moi, je suis tout à fait pour. Il faut de vouloir donner trop de mandats à la police, comme maintenant, la police, c'est presque les travailleurs sociaux dans les quartiers défavorisés. Ça, c'est effectivement absolument pas une bonne idée parce que c'est mêlé culture policière avec le travail d'intervenant de rue. Et je pense qu'il faut vraiment dépolicier ce travail-là. Alors, qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là à l'Université d'Ottawa? Je n'ai pas examiné le dossier. Alors, je ne peux pas y répondre. Donc, on parlait plutôt d'éducation et d'éducation pour soi-même sur la question de l'antiracisme. Et quel serait un conseil que vous pourrez donner à ceux qui nous écoutent pour entreprendre ce projet ou se renseigner plus sur la question? Mon conseil, ça serait de lire. Il y a plein de choses de lire, mais d'aller aussi à la rencontre, de sortir de vos zones de confort, d'aller à la rencontre des étudiants racisés dans votre classe, surtout si vous êtes comme moi non racisé, parce que c'est nous qui reproduisons c'est nous qui reproduisons ce qui nourrit le racisme en se mêlant pas aux autres. Alors c'est ça. Il y a énormément de... Lisez des auteurs racisés, regardez des films, regardez... Moi, je fais attention, par exemple,
de ne pas regarder des films sur les Autochtones filmés par les Blancs, mais vraiment aller écouter, bon, qu'est-ce que les Autochtones ont à dire d'eux-mêmes, et qu'est-ce qu'ils ont envie de partager comme film sur eux-mêmes. Un site que j'adore partager avec les étudiants, c'est Wapikoni Mobile. C'est une ONG qui donne la caméra à des jeunes autochtones et là, eux filment qu'est-ce qu'eux ont envie de montrer de leur communauté. Alors ça nous sort du discours filtré, ressassé, reformaté, blanchi qu'on voit parfois trop à la télévision. Merci beaucoup, professeur, et merci d'être venu aujourd'hui avec nous sur ce balado. Ça a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Mathilde. C'était très intéressant de converser avec toi et je souhaite une excellente poursuite de la session à toi et tous les autres étudiants et profs qui vont écouter le podcast. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce balado de la Rotonde sur le racisme et la décolonisation à l'Université d'Ottawa, accompagné de la professeure Karine Van Thuyn. Vous pouvez encore une fois nous écouter et nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, notre site internet et bien évidemment cette chaîne YouTube. Nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouveau balado.